Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. J'ai décidé de vous prendre pendant quelques jours de vacances pour vous parler de mes lectures, bien évidemment. Là, je suis partie plusieurs jours dans une chouette petite région de Belgique. De toute façon, vous avez vu certainement quelques petits extraits. Évidemment, j'ai pris avec moi des livres. Alors, je vous ai pas pris avant un long moment, je n'ai pas pris le temps et aujourd'hui, en fait, c'est le jour du retour. Donc là, je vais bientôt rentrer chez moi, c'est malin. Et en fait, durant mon séjour, j'ai lu principalement Le bonheur l'emportera d'Amélie Antoine. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Amélie Antoine, c'est elle qui a écrit un de mes livres préférés qui est Raison obscure, qui parlait d'un sujet très fort, il y avait un petit côté thriller, c'était vraiment très bien. Et ici, Le bonheur l'emportera, il y a un petit peu moins ce côté thriller. Je vais un petit peu vous parler de mon avis sur ce livre, vous donner d'abord le résumé. Alors, Le bonheur l'emportera est un récit qui nous parle d'un couple et de leur enfant, donc Sophie, Joachim et leur enfant Maël. Et on va suivre les personnages l'un après l'autre. C'est un livre qui est structuré en 3 points de vue. Donc on va suivre Joachim, même si c'est écrit à la 3e personne de singulier, on a son point de vue. Joachim, c'est un jeune homme qui est passionné, qui est investi dans plusieurs causes écologiques, qui travaille pour Greenpeace, qui est très activiste, qui va faire des actions un peu secrètes pour Greenpeace, qui du coup fait des choses parfois un peu dangereuses. C'est quelqu'un de très investi dans sa relation avec son fils, il s'implique énormément, il a un très chouette contact avec son fils. On a le personnage de Sophie, c'est écrit également à la 3e personne du singulier, qui est une jeune femme qui visiblement a donné une très grande importance à sa carrière, qui quand elle rentre de son boulot est épuisée tous les jours. C'est vraiment dur parce qu'elle a beaucoup de trajets, donc forcément à chaque fois à la fin de la journée elle est épuisée, elle a plus trop le temps de s'occuper d'autres choses et donc vraiment son boulot c'est devenu super important. Elle est un petit peu moins impliquée dans sa relation avec leur fils, mais voilà, ça se passe globalement bien. Et alors on a le point de vue du personnage de Maël qui lui est écrit à la 1re personne du singulier. Donc lui s'exprime en jeu et explique sa vie de tous les jours, son point de vue sur ce qui se passe au fur et à mesure de la lecture. Et on voit aussi qu'il y a un certain mal-être chez ce personnage et très vite on comprend ce qui se passe dans sa tête. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Eh bien, c'est vraiment une vie de famille plutôt classique, une vie de famille de personnages voilà, qui se voit pas tant que ça à cause du boulot, la vie de tous les jours, etc. Mais on se rend compte que ce qui va être important dans le récit, c'est le mal-être de Maël. Et donc Joachim va se poser la question, effectivement, qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Il va l'emmener voir un psy. Et Maël va avoir une très bonne relation avec le psy et va commencer à parler. Et je ne sais pas si on le dit dans le résumé, mais en gros, Maël confie, on l'apprend quand même assez vite dans le récit, confie qu'il se sent pas bien dans son corps. Et je vous laisse un petit peu découvrir. On voit très vite que Joachim est très investi, hein, je vous ai dit, de toute façon, dans la relation avec Maël. Et très vite, il va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de son fils, même s'il va pas tout de suite l'accepter. Et on voit très vite aussi la réaction de Sophie. Et alors là, c'est moi un petit peu, c'est ça qui m'a vraiment même pas accroché en fait à ce livre, c'est ce personnage de Sophie. C'est à cause de ce personnage que j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre, où je me suis dit à plusieurs reprises que j'allais peut-être le laisser de côté. Ces temps-ci, je fais attention avant d'abandonner un livre, j'essaye d'aller quand même plus loin, parce que en plus je suis en vacances, je me dis que bah voilà, j'ai le temps. J'ai vraiment le temps quoi. Si j'aime pas un livre, j'essaye d'insister un petit peu plus. Quand c'est pendant l'année, que je suis stressée, qu'il y a beaucoup de choses, j'insiste un petit peu moins parce que j'ai toujours envie de prendre du plaisir de lecture. Ici, j'insiste un petit peu, j'essaie d'aller voir un petit peu plus loin parce que je sais que j'ai le temps, que j'ai encore le temps de lire plein d'autres trucs. Voilà. Ici, j'ai un petit peu insisté. Ce qui me dérangeait principalement, c'était le personnage de Sophie. Le personnage de Sophie est un personnage qui n'a rien pour elle en fait. C'est-à-dire que on la voit dans le regard de Joachim qui est fou amoureux d'elle, on la voit dans ce regard, et même dans ce regard fou amoureux, on voit qu'elle est problématique sur plein de points. Elle est hyper chiante, elle est hyper égocentrique, elle est insupportable avec son fils, on dirait qu'elle s'en fout royalement du bonheur de son fils, même si on dit le contraire. Elle est très cliché aussi. Il y a beaucoup de choses clichés chez ce personnage.
elle m'a vraiment dérangée, sa non-tolérance, sa non-ouverture d'esprit, le fait qu'elle n'accompagne pas son enfant, qu'elle ne cherche pas à le comprendre, qu'elle se dise que c'est une lubie d'un enfant de 11-12 ans. Ça m'a vraiment dérangé ce personnage et je sais qu'Amélie Antoine, évidemment, l'a fait exprès de confronter deux parents avec pas des opinions, mais oui certes en plus des opinions différentes, deux parents très très différents. On a le père qui est hyper investi, hyper tolérant, hyper bienveillant et en fait hyper accompagnant pour son enfant, c'est la moindre des choses en fait. Un père qui est un bon père, voilà, un bon père. Je dis pas qu'il est exceptionnel, mais il est là pour son enfant, il l'écoute, il essaie de le comprendre. Pour moi, c'est la base. Et on a cette mère qui est une vraie connasse. Enfin, vraiment, pendant une grande partie du récit, en tout cas, c'est une vraie connasse. Et j'ai vraiment, bien sûr, la sensation que c'est fait exprès de la part d'Amélie Antoine pour confronter un petit peu les deux, pour voir que c'est malheureusement... Il y a quand même beaucoup de gens qui sont intolérants face à ce que vit Maëlle. Au final... Parce que là, je vous parle de mon ressenti au fur et à mesure de la lecture qui fait que j'ai failli abandonner et que Sophie me faisait chier, clairement. Au final, je suis très heureuse d'avoir été jusqu'au bout parce que, en vrai, effectivement, même s'il y a des petits côtés un peu clichés chez certains personnages, même si Sophie est insupportable, c'est un vrai récit autour de la résilience, autour... surtout de l'accompagnement d'un enfant, un joli message aussi qui prouve qu'il faut écouter son enfant, c'est la base. Mais bon voilà, il y a beaucoup de choses que quand j'ai terminé le récit, je me suis dit ah oui, je vois ce qu'elle a voulu faire en fait avec le récit. J'ai été très touchée par certains passages qui se passaient surtout à la fin du livre. J'étais sur le point de pleurer à certains moments. Je comprends vraiment ce qu'elle a voulu faire, ce qu'elle a fait dans son récit. Maintenant, je trouvais que le personnage, même si j'ai compris ce qu'elle voulait faire, je trouvais quand même que le personnage de Sophie était trop. Ce personnage m'a vraiment beaucoup trop énervée et... Voilà, du coup je suis un petit peu mitigée avec cette lecture parce que je vois vraiment ce qu'Amélie Antoine a voulu faire avec ce livre, mais je trouve que ces personnages étaient parfois un petit peu trop dans le cliché en fait de chaque côté. J'ai l'impression qu'elle voulait trop montrer que Joachim était le père parfait, même si c'était pour moi un père lambda et juste bienveillant, voilà, et que Sophie était juste la mère indigne. Je sais pas ce qui m'a manqué en plus, mais en tout cas Sophie là, elle m'a énervée, voilà. Écoutez, c'est tout pour ce livre. Je suis contente quand même de l'avoir lu, même si ça n'arrive pas, je trouve, c'est vraiment pas du tout la même chose que Raison Obscure. En plus, on n'est pas du tout dans du thriller. Voilà. Maintenant, j'ai commencé 2 romans, mais je crois que je vous en parlerai quand je rentrerai en Belgique. Et enfin, en fait, je suis en Belgique. Quand je rentrerai à Bruxelles, je vous en parlerai. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Et en plein milieu de vlog, je vous fais de gros bisous. Bah oui. Bah oui, faisons ça. Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver dans ce vlog lecture. Ça fait un moment que je vous ai plus pris parce que j'avais plus grand chose à vous dire et le temps est passé et j'ai terminé un livre et j'ai 2 lectures en cours. Donc avant toute chose, je vais vous parler de tout ça. Donc j'ai terminé, je sais pas si je vous avais dit que c'était une lecture en cours, mais en tout cas j'ai terminé Un monde évanoui de Yu Hoa qui est un auteur chinois.
Donc c'est un livre qui est coupé en 2 parties. La première histoire c'est Erreur au bord de l'eau. C'est une histoire autour d'un meurtre. Donc on va découvrir la tête d'une vieille femme et on va essayer de découvrir ce qui s'est passé, qui l'a tuée. Donc il y aura une enquête au voisinage, on va un peu poser des questions à toutes les personnes qui vivent autour. On sait qu'il y a un homme très étrange dans le quartier qui tous les jours va nettoyer un linge près du lac. Et donc il y a pas mal de soupçons envers cet homme. Il y a toutes sortes de personnages, il y a un petit enfant aussi qui va donner quelques indices. Voilà, c'est un texte très étrange, très particulier. La fin est complètement loufoque, très étrange. Je vais pas m'étendre très longtemps là-dessus parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo consacrée à la littérature asiatique. Je vais parler de quelques livres de littérature asiatique que j'ai lus récemment, quelques-uns que je vais encore lire là parce que j'ai pas encore fini de préparer cette vidéo. Et donc pour éviter d'avoir trop de répétitions, je vous parlerai plus amplement de ce livre dans cette vidéo en question. Et je vous parlerai aussi de la deuxième nouvelle qui est Un monde évanoui, qui est par contre pour le coup hyper perché. Les personnages ont un numéro, donc numéro 2, numéro 3, c'est très compliqué à suivre. C'est beaucoup moins clair que la première nouvelle. Je vous laisse évidemment découvrir lors de la prochaine vidéo. Et autre livre qui est une lecture en cours pour le coup, vous en avez peut-être entendu parler, je vous ai peut-être fait un insert où j'étais en train de lire, il s'agit de Roux de Kim Thuy. Alors quand je l'aurai terminé, je vous donnerai un avis global vite fait en quelques mots, mais je développerai un petit peu plus dans la vidéo littérature asiatique, sinon il n'y a aucune surprise dans cette vidéo quoi. Voilà, donc en tout cas je peux... Ouais non, je vous ferai le résumé peut-être quand je l'aurai terminé, mais c'est pour vous dire que je suis en train de lire là en ce moment. Et alors, je lis aussi un livre young adulte. Alors je prends un peu de temps pour le lire parce que bon, j'ai pas mal de choses à faire, etc. Du coup, je me pose pas trop pour le lire en ce moment. Mais j'ai envie de le reprendre là puisque j'ai un petit trajet à faire et j'en profite pendant les trajets. La Cité de Laiton, publié chez Deux Saxus. Alors c'est un récit qui me plaît bien pour le moment. Je passe un très bon moment. Je suis à la page 167. Alors oui, j'ai déjà noté un petit souci de correction. À un moment, il y a une note du traducteur qui se trouve en plein milieu du livre. Je me souvenais qu'on avait parlé de ça effectivement quand il est sorti. C'est un livre qui est sorti maintenant il y a un an et demi chez Deux Saxus. Et écoutez, 2021, non un an. Écoutez, c'est un livre que j'aime plutôt bien. On est plus ou moins au XVIIIe siècle, on est en Égypte, on va suivre le personnage de Nari qui est une jeune voleuse qui a un don de guérison et qui va, pour survivre, régulièrement faire des cérémonies, des exorcismes, toutes sortes de choses pour soigner des gens. Et donc elle va s'inspirer de toutes sortes de traditions locales, de traditions autour de la sorcellerie pour faire ses guérisons. Et évidemment elle va se diriger vers des nobles qui ont un peu plus d'argent pour pouvoir évidemment survivre. Elle vole aussi des bijoux, enfin voilà, elle survit comme elle peut avec les moyens qu'elle a. Elle a certaines capacités, donc elle sait comprendre par exemple certaines langues comme ça. Voilà, elle a le pouvoir de connaître certaines langues et un jour il va lui arriver quelque chose lors d'une cérémonie. Elle va essayer de soigner une jeune fille. Lors de cette cérémonie, il y a quelque chose qui va dégénérer, il va y avoir un événement et elle va se retrouver poursuivie par un être surnaturel. On va la sauver, elle va se retrouver confrontée à un personnage qui est un petit peu un djinn, enfin je vous laisse un peu découvrir, mais pour vous dire qu'on rencontre les personnages des djinns, les êtres surnaturels que j'ai jamais lu en littérature à part les djinns de Victor Hugo, mais les djinns vraiment ce sont des êtres que je n'ai jamais vus en littérature et donc je suis super contente, je viens de le dire 2 fois la même phrase mais c'est pas grave, je suis super contente de découvrir cet univers. Pour le moment franchement je trouve que c'est très fourni. Maintenant j'ai compris, parce que la dernière fois que j'ai lu un livre de fantasy j'avais oublié de regarder à la fin et j'étais un peu perdue. Quand tu lis pas le livre pendant une semaine tu ne sais plus qui est qui. Ici, de nouveau, on a à la fin toutes les informations sur les différentes créatures. Donc on a un glossaire hein, qui va nous présenter les créatures. Donc dès que j'oublie quelque chose, dès que j'oublie un mot, je peux me référer à cette fin. Et ça c'est très utile, c'est très pratique. Surtout si pendant quelques jours je ne lis pas, je peux vraiment retourner là et regarder ce que c'est. Alors ils me font pas un résumé des personnages malheureusement, c'est dommage. Parce que
J'ai tendance aussi à les confondre, parfois quelques personnages qu'on rencontre ne fût-ce qu'une page et puis quand ils reviennent, moi je sais déjà plus qui c'est. Donc voilà, parfois je suis un petit peu perdue, mais ça va un petit peu mieux, hein. Là, page 167. Je vais essayer de terminer ce roman pour la fin du vlog et peut-être même essayer de commencer autre chose, comme ça vous aurez mon avis global sur cette lecture. Je regrette un petit peu que ce soit une saga parce que je suis pas toujours prête à me lancer dans des grandes sagas, donc j'espère que ce tome est quand même un peu conclusif. Au niveau du style, c'est accessible, rien d'extraordinaire, ça se laisse lire, il n'y a rien qui me pose trop problème. Voilà, pour le moment, ça se laisse lire, je me pose pas trop de questions au niveau du style. C'est clair qu'en lisant ça et en lisant ça, bah il n'y a pas photo, hein. C'est extrêmement bien écrit, Kim Thuy, c'est une écriture magnifique, enfin, dont je vous parlerai de toute façon dans la vidéo point lecture. Donc voilà pour la lecture de La Cité de Laiton que je vais essayer de terminer prochainement. Alors là pour le coup en ce moment je suis en train de monter la vidéo des recommandations de l'été. C'est une vidéo qui me tient très fort à cœur parce que ça fait longtemps que je l'ai en tête. Je l'avais même commencé, pour être honnête, pour le printemps. Donc j'avais fait une sélection de livres pour le printemps. Bon, j'ai changé quelques livres pour l'été, mais il y en a qui sont restés. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira, enfin qu'elle vous aura plu du coup puisqu'elle est déjà sortie. Sinon au niveau des achats, je suis un petit peu dégoûtée puisque il me semble que je vous en ai parlé lors de la pile à lire de l'été. Je vous avais dit que je m'étais fixé un budget pour juillet, août et début septembre. Je m'étais fixé un budget, pour être tout à fait honnête, de 50 € et je m'étais dit que je ne dépasserais pas ce montant en sachant qu'à la rentrée littéraire fin août, donc que ça allait être quand même un peu difficile. Et en fait, au mois de juillet, j'ai acheté 3 livres sur Momox. Donc j'ai fait une commande Momox que j'ai faite début juillet ou mi-juillet, je ne sais plus. J'ai commandé 3 livres, j'en ai eu pour 14 €. Je vous ferai un bilan de ces 2 mois et demi avec le budget, etc. Je vous ferai peut-être un petit beau call début septembre. Et en fait, je suis un peu dégoûtée. Pourquoi je suis dégoûtée? Parce que j'ai commandé ces livres début juillet. Je me suis dit, oh bah voilà, je vais les avoir pour juillet, je vais pouvoir les lire, etc. Et en fait non, ils sont toujours pas arrivés, donc il y a vraiment un souci. Alors j'ai parfois des délais très très longs avec Momox, mais là ça commence un peu à me saouler. On n'est pas encore aux 20 jours, il me semble que c'est 20 jours ouvrés pour pouvoir faire une plainte, une réclamation. Voilà, ça m'est jamais arrivé aussi long quand même et c'est un peu frustrant parce qu'en plus j'ai pris le tome 2 de Annabelle qui était un thriller vraiment chouette. J'ai pris un tome 2 de manga et j'ai pris encore un autre livre qui me tente depuis longtemps et donc je me suis dit que j'allais pouvoir les lire assez vite et en fait j'attends toujours quoi. Voilà, bon bah ça c'est la petite frustration du moment. Écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui, surtout du montage pour cette fameuse vidéo. Je vous remercie de suivre toujours cette vidéo et je vous retrouve plus tard pour vous parler de mes nouvelles aventures. Hello hello, je vous retrouve un peu plus tard pour clôturer ce vlog. Alors j'espère que l'extérieur ne dérangera pas trop, que ça ira au niveau de la sonorité. Je viens de filmer une vidéo planche justement à l'extérieur, donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Écoutez, j'étais censée vous reprendre plusieurs fois au cours de cette semaine, mais j'ai perdu les rushs, donc vraiment il faut que je trouve une solution pour ces 2 chaînes YouTube, que je m'achète une nouvelle carte SD. Voilà, donc je vais vous parler de plusieurs petites choses. Je vous avais dit normalement lors du dernier plan que j'avais fait une commande sur le site Momox et que cette commande s'était perdue. Alors j'ai toujours pas eu ma commande Momox, donc je les ai contactés, ils m'ont remboursé. J'ai vu qu'ils m'ont remboursé une grande partie de ma commande, mais qu'il manquait peut-être 1 ou 2 €, donc peut-être qu'ils m'ont peut-être pas remboursé les frais de port. Voilà, comme ça vous savez tout, au cas où vous avez des problèmes avec Momox, ils sont assez réactifs, ils répondent dans les 2-3 jours.
Au moins ils ont répondu quand même assez vite en me disant qu'effectivement ils allaient me rembourser. Donc voilà, je n'ai pas de nouvelles de mon colis. Et donc comme je vous ai dit, mon budget de vacances repart à zéro vu que je n'ai jamais reçu les livres. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en librairie début août et j'ai acheté un livre qui me faisait envie depuis un moment. Et c'est d'ailleurs ma lecture en cours. Et donc ce livre en question, c'est An Enchantment of Ravens. Je ne sais toujours pas pourquoi ils ne disent pas. Ils ne traduisent pas le titre en français, c'est un peu agaçant en fait, je ne sais pas pourquoi ils ne traduisent pas le titre en français. Donc c'est l'autrice qui a écrit Sorcery of Thorns, qui a écrit Vespertine, et donc me voilà dans les aventures de Enchantment of Ravens. Je vous donnerai mon avis peut-être de ma lecture en cours un petit peu plus tard. Je viens d'abord vous parler d'une lecture, de plusieurs lectures terminées. La dernière fois je vous laissais, je pense que je vous parlais de Roux, que j'avais commencé, que je trouve absolument splendide. Eh bien je l'ai pas terminé ce livre-là, je le lis à mon aise. Alors c'est une lecture absolument splendide, c'est somptueux, enfin, c'est vraiment magnifique. Mais voilà, je l'ai laissé à la maison. Et donc je reprendrai plus tard, mais de toute façon c'est une lecture dont je vous parlerai dans un point lecture spécial littérature asiatique, où je vous parlerai de 4-5 livres de pays différents globalement. Voilà pour Roux. Sinon j'ai lu La Cité de Laiton. Alors j'ai donc lu le tome 1 et j'ai voulu enchaîner avec le tome 2 parce que c'est un univers qui est hyper immersif et qui donne effectivement très très envie de lire la suite. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lu en e-book et donc j'ai enchaîné tome 1 et tome 2 de La Cité de Laiton. Donc je peux déjà vous donner vraiment un avis sur ce livre. Alors, tout ce que je peux dire, je vais d'abord vous dire toutes les choses positives sur La Cité de Laiton et puis les petites choses un petit peu négatives. De toute façon, La Cité de Laiton, il me semble que je vous avais fait un résumé. C'est un univers extrêmement riche, extrêmement foisonnant, avec beaucoup d'informations, avec beaucoup d'êtres surnaturels. On a un glossaire, on a des explications si jamais on est un petit peu perdu. C'est très riche, donc il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, je dis ça parce que moi-même, je me rends compte que la première partie de la lecture, je l'ai faite sur un très long laps de temps et je trouve que ça ne convenait pas parce que je lisais d'autres trucs en même temps et ça n'allait pas. Pour moi, c'est une lecture qu'il faut faire, pas d'un coup parce qu'il y a beaucoup de pages, mais si vous avez 1 ou 2 semaines, de continuer toujours ce même livre parce qu'en tout cas moi, ça n'a pas fonctionné. La première partie, je lisais d'autres choses en même temps et du coup j'ai eu le temps d'un peu oublier certaines choses. Je trouve que c'est vraiment un univers très très intéressant. C'est hyper immersif, l'histoire est complètement passionnante, les personnages sont très attachants, notamment le personnage de Nari, une héroïne qui évolue beaucoup dans le tome 2. Je trouve qu'elle a une très très belle évolution, elle se rend compte de pas mal d'inégalités dans son monde et oui, je pense que c'est un personnage qui a énormément de potentiel pour encore évoluer, encore mieux. Le personnage d'Ali aussi j'ai beaucoup aimé, c'est un personnage masculin assez sensible qui est très touchant parce qu'on le voit également évoluer. Au début il est très enfantin et il est très naïf et c'est un personnage qu'on voit fort évoluer. Un personnage que j'ai un petit peu moins aimé pour passer aux choses négatives, c'est le personnage de Daiva, enfin un des premiers personnages masculins qu'on rencontre. Alors j'ai un petit peu du mal avec ce personnage parce que je trouve qu'il correspond un petit peu à l'archétype des personnages qu'on trouve en Young Adult Fantasy. Il faut toujours que dans les séries de fantasy young adulte, il présente un personnage un peu négatif, qui a l'air d'être très très méchant et je sais pas comment expliquer, mais c'est un personnage que j'ai pas trouvé très original, je l'ai pas trouvé très subtil. J'ai pas forcément apprécié ce personnage parce que justement j'avais l'impression qu'il était là juste pour la fanbase, qu'il était là juste parce qu'il faut un personnage comme ça et je ne l'ai pas trouvé forcément intéressant dans l'univers. Moi j'ai pas besoin forcément, avant peut-être que j'avais besoin de côté un peu enemies to lover, mais là j'ai pas besoin de ça, j'avais pas besoin de ce personnage là c'est trop classique de le retrouver, il n'est pas assez subtil justement pour se différencier de tous les autres qu'on voit dans d'autres livres. Voilà, moi j'ai préféré les personnages un petit peu plus sensibles, les personnages comme Ali notamment. Voilà, ça c'est un petit truc négatif. Je trouve que quand on parlait des hommes, des humains, il y avait quand même certaines choses qui n'étaient pas hyper cohérentes avec l'époque, avec le Caire à cette époque-là. Et sinon, au niveau des petites choses négatives, je trouve qu'il y avait certains destins de personnages un petit peu prévisibles. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, quand on décrivait certains personnages, qu'on rencontrait certains personnages, je me suis dit, celui-là va vivre ça ou ça. Et c'est quelque chose que je retrouvais. Je me dis, ah bon, bah d'accord, on reprend des codes un peu habituels. Donc voilà, un univers extrêmement intéressant, extrêmement foisonnant, comme je vous ai dit, avec des personnages hyper intéressants. J'ai juste regretté les petites choses un peu communes qu'on retrouve dans la fantasy young adult, des personnages un peu méchants comme ça, mais tu sais qu'ils sont pas si méchants. Enfin,
qui devient un peu le love interest du personnage principal. Enfin, j'ai trouvé ça un peu dommage de retrouver toujours le même schéma alors que l'univers est vraiment hyper intéressant autour des djinns, autour de cette mythologie est vraiment très très bien faite. Le deuxième tome est passionnant et moi j'avais très envie de lire le tome 3. D'habitude quand je suis accrochée comme ça à une saga, ce que je fais c'est que je craque sur le tome 3 qui en général n'est pas encore sorti en français. Ici, je ne l'ai pas fait parce que je savais que j'allais pas le lire tout de suite, même si j'en avais très envie parce que j'ai d'autres trucs à lire, donc j'attendrai la sortie en français, mais je la lirai avec grand plaisir. Et alors, petit truc aussi, parfois au niveau de la traduction, je vous ai dit, hein, on retrouve des notes de traducteurs ou alors il y a des grosses fautes. Au lieu d'écrire plus tôt dans la journée, on écrit plutôt PLUTOT, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est des petites erreurs comme ça, enfin des grosses erreurs comme ça qui se voit quand même lors d'une relecture. Voilà, j'ai trouvé dommage. Mais voilà, sinon un univers qui m'a vraiment transportée. Et sinon, au niveau des lectures en cours, je suis toujours dans Roux que j'ai laissé du coup à la maison. Et sinon, donc j'ai commencé An Enchantment of Raven. Alors je suis pas très loin, j'avance assez lentement dans cette lecture, je suis passée 39. Ici, on est dans un univers, je pense, qui sera un petit peu moins riche que les autres que j'ai pu lire de Margaret Rogerson. Ici, on est avec le personnage d'Isobel, qui est, je pense, une jeune humaine. Elle est dans un monde dans lequel, enfin, je crois qu'elle est d'un autre monde, mais dans lequel vivent des faées. Les faées, ce sont des êtres... Des êtres qui ressemblent à des humains mais qui vivent beaucoup plus longtemps, qui ont une certaine séduction, qui ont une certaine aura autour d'eux, qui sont très séduisants, ils ont certaines habilités magiques. Voilà, ce sont des personnages assez intéressants. Ici je suis pas très loin, on sait que ça va être une histoire d'amour d'un personnage féminin qui est peintre. Visiblement les failles ne sont pas capables de faire de l'art et du coup les humains qui sont capables de faire de l'art sont très précieux à leurs yeux et donc notre héroïne est peintre, elle fait des portraits et donc ça a l'air vraiment intéressant. Maintenant je sais que l'univers sera pas aussi foisonnant et riche que les autres que j'ai pu lire de l'autrice. Voilà, écoutez, c'est tout, je vais vous laisser là parce que voilà, j'ai plus grand chose à vous dire et je vais de toute façon commencer un nouveau vlog. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le vent ne vous aura pas trop dérangé. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, je ne sais même plus encore, je sais plus ce que c'est la prochaine, mais il y en aura une. Le rythme de vidéo, de lecture va un petit peu s'accélérer prochainement. Et je serai un petit peu plus présente sur les réseaux, surtout sur YouTube, parce que sur le réseau, je suis quand même de toute façon présente. Voilà, écoutez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!